Arrête de penser que son silence est un mystère romantique. Ce n'est pas le cas. Chaque fois qu'elle se tait, elle dit quelque chose, même si elle n'utilise pas de mots. Le silence d'une femme n'est jamais un hasard. C'est un message, parfois un avertissement et parfois un test qui mesure ton caractère. Si tu l'interprètes mal, tu perdras le contrôle et la dignité. Beaucoup d'hommes réagissent comme si le silence était une attaque. Ils désespèrent, insistent, remplissent le vide avec des appels, des messages et des questions qui les trahissent. Et c'est là l'erreur. Ils ne se rendent pas compte qu'à ces moments-là, ce qui est évalué n'est pas ce qu'ils disent, mais comment ils agissent lorsqu'ils ne reçoivent pas ce qu'ils attendent. Le silence révèle qui se maîtrise lui-même et qui s'effondre face à l'incertitude. La plupart ne comprennent pas que répondre avec anxiété est donner du pouvoir. Chaque fois que tu poursuis une réponse, tu perds du respect. Chaque fois que tu supplies pour de l'attention, tu perds de l'autorité sur toi-même. Le silence, bien interprété, n'est pas ton ennemi. C'est le test qui sépare les hommes qui se gouvernent de ceux qui se plient à leurs émotions. Cette vidéo est pour ceux qui en ont marre de réagir impulsivement. Nous allons t'apprendre à voir le silence comme un outil stoïcien pour renforcer ton calme, ta discipline et ton respect de toi-même. Si tu apprends à le voir ainsi, tu arrêteras de tomber dans des jeux émotionnels et tu commenceras à agir avec stratégie. Le silence te dira plus que tu ne l'imagines. Ne l'ignore pas, mais ne le poursuis pas non plus. Apprends à garder ton sang-froid lorsque les autres se taisent. C'est là que ta véritable force se révèle. 1. Lisse le silence comme un signal, pas comme un mystère. L'erreur la plus courante que beaucoup d'hommes commettent est de croire que le silence d'une femme est une énigme impossible à déchiffrer, comme s'il s'agissait d'un code caché qui nécessite des devinettes sans fin. Ce n'est pas le cas. Le silence est une déclaration sans mots. Il est aussi clair qu'un feu rouge a un feu de signalisation. Il te dit quelque chose, mais tu ne l'entendras pas si tu es trop occupé à réagir. Et c'est précisément la première leçon. Arrête de lui chercher un sens romantique ou mystérieux. Commence à le voir pour ce qu'il est, un signal. Imagine que tu marches au milieu d'une forêt et que soudain, tout le bruit des oiseaux et du vent disparaît. Le silence absolu n'est pas une coïncidence. C'est un avertissement que quelque chose a changé et que tu dois être vigilant. Il en va de même dans une relation. Lorsqu'une femme se tait, quelque chose a changé dans sa perception, ses émotions ou son intérêt. Elle peut être déçue, contrariée, confuse ou simplement tester tes limites. Le problème est que beaucoup d'hommes réagissent avec anxiété, essayant de combler ce vide par des messages, des appels et des explications qui ne font que les rendre insécurisés. Un homme qui interprète le silence comme un mystère devient l'esclave de ses pensées. Il se torture en imaginant des scénarios qui n'existent pas et finit par projeter des peurs au lieu de comprendre la réalité. En revanche, un homme qui le voit comme un signal s'arrête, observe et se demande « Qu'est-ce que ce silence communique ?» Cette différence entre réagir et analyser est ce qui distingue un homme qui a du self-control. Du point de vue stoïcien, tout message externe, qu'il soit mot, geste ou silence, doit être reçu avec observation et non avec agitation. Marc Aurèle a écrit que ce ne sont pas les faits qui nous perturbent, mais le jugement que nous en faisons. Le silence n'a pas de pouvoir jusqu'à ce que tu lui en donnes en l'interprétant avec peur ou anxiété. C'est pourquoi la première étape est de ne pas laisser le silence te pousser à des conclusions hâtives. Le calme est ta meilleure défense. Quand tu remarques le silence d'une femme, au lieu de réagir impulsivement, pense « ce n'est pas une punition ni un mystère, c'est de l'information ». Elle te montre quelque chose sur son état émotionnel, son intérêt, ses limites, ou même sur ton propre comportement. Peut-être as-tu franchi une limite sans t'en rendre compte. Peut-être attend-elle de voir si tu garderas ta dignité. Ou peut-être gère-t-elle simplement ses propres conflits internes. Quelle que soit la raison, tu ne gagnes rien à perdre ton calme. Un homme qui se respecte utilise le silence pour observer des modèles. Est-ce un silence occasionnel qui résulte d'une mauvaise journée ou est-ce un silence récurrent qui démontre un désintérêt? Est-ce un espace nécessaire pour qu'elle puisse traiter ses émotions ou est-ce une forme de manipulation passive? Chaque réponse nécessite une attitude différente, mais toutes exigent la même base,
le self-control. Ce conseil ne consiste pas à ignorer le silence ou à devenir une statue indifférente. Il s'agit d'apprendre à lire ce qui se cache derrière sans devenir l'esclave de tes émotions. Une femme peut se taire pour de nombreuses raisons, mais un homme fort comprend que sa valeur ne dépend pas de cette réaction. Il maintient sa posture, ne poursuit pas et observe. Cette composture est ce qui sépare celui qui réagit comme un adolescent insécurisé de celui qui agit comme un homme conscient de son propre pouvoir. Lorsque tu comprendras que le silence n'est pas un mystère, tu cesseras de le voir comme un vide à combler à tout prix. Tu commenceras à le voir comme une boussole qui indique la direction de la relation et combien tu te valorises toi-même. Si tu apprends à le lire, tu ne perdras plus jamais ton calme face à lui. 2. Arrête la poursuite et garde ton calme. Rien ne détruit plus le respect dans une relation que l'impulsion de poursuivre lorsque quelqu'un s'éloigne en silence. C'est un réflexe qui naît de la peur. Peur de la perdre, peur de ne pas être suffisant, peur d'être exclu de son monde. Beaucoup d'hommes, dès qu'ils ressentent une distance, réagissent comme s'ils perdaient l'air. Ils commencent à la chercher avec des messages, des appels, des explications et des questions désespérées. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que cette poursuite ne les rapproche pas, elle les éloigne encore plus. La poursuite est l'aveu silencieux que tu as perdu le contrôle de toi-même. Elle montre que son attention te gouverne, que ta paix dépend de sa réponse. À cet instant, tu cesses d'être un homme qui mène sa propre vie et tu deviens quelqu'un qui suit les miettes d'approbation. Imagine un feu de camp. Si tu essaies de raviver les flammes en soufflant de l'air de manière désespérée, tu finis par l'éteindre. C'est ainsi que fonctionne l'attraction lorsque tu réponds au silence par l'anxiété. Au lieu d'allumer l'intérêt, tu l'éteins. Le calme, en revanche, agit comme l'air juste qui maintient le feu vivant, sans exagération ni emportement. Le stoïcisme enseigne que l'autocontrôle n'est pas seulement contenir des émotions, mais aussi maîtriser les impulsions qui surgissent de l'incertitude. Un homme qui poursuit dit avec chaque geste « Ma valeur dépend de ta réponse ». Un homme qui s'arrête, respire et garde son calme envoie un autre message « Ma paix n'est pas à vendre ». Arrêter la poursuite ne signifie pas être froid ou indifférent. Cela signifie choisir de ne pas mendier de l'attention, de ne pas perdre sa dignité en essayant d'expliquer ce qui n'a pas besoin d'explication. C'est montrer que ton énergie, ton temps et ton esprit sont trop précieux pour être donnés au jeu de la poursuite. Lorsque tu ressens l'envie d'insister, rappelle-toi ceci. Chaque mot que tu écris avec anxiété, chaque appel que tu fais pour forcer une réponse est une pièce que tu paies avec ton propre respect. Et ce que tu donnes dans la panique revient rarement. Le calme, en revanche, multiplie ta valeur parce qu'il communique quelque chose qui ne peut pas être feint, la sécurité. Le silence d'une femme peut être un test. Souvent, ce qu'elle observe n'est pas ce que tu dis, mais comment tu te comportes lorsque tu n'obtiens pas ce que tu veux. Si tu cèdes à la poursuite, tu confirmes son pouvoir sur toi. Si tu restes serein, tu démontres que ta vie ne tourne pas autour d'une réaction étrangère. Ce principe protège aussi ton esprit. Poursuivre épuise ton énergie, brouille ton jugement et t'enferme dans un cycle de frustration. Le calme te permet d'analyser clairement. Le silence est-il un espace dont elle a besoin pour réfléchir ou est-ce un signe de désintérêt qui exige une distance définitive? Tu ne peux pas répondre à cette question si tu es pris dans le bruit de tes propres impulsions. Pratiquer le calme est une décision consciente. Respire avant de répondre. Plus ta composture est ferme, plus il sera facile de voir la situation clairement et de prendre des décisions basées sur des faits et non sur des émotions débordantes. Au fond, arrêter la poursuite est un acte de respect envers toi-même. C'est la déclaration que ton attention est un privilège et non une ressource que tu mendies pour partager. Une femme peut être intriguée par un homme qui garde son calme, mais elle sera difficilement attirée par quelqu'un qui se désespère au premier signe de silence. Le calme ne récupère pas seulement ton pouvoir, il redéfinit aussi ta position dans la relation. Il montre que tu n'es pas là pour concourir, pour de l'affection, ni pour mendier des miettes d'attention. Tu es là par choix et non par nécessité. Et cette attitude, plus que n'importe quel mot, est celle qui finit par faire la différence.
3. Fais de l'autocontrôle ton plus grand atout. Un homme qui ne maîtrise pas ses émotions est comme un bateau sans gouvernail, à la merci de chaque vague, incapable de choisir sa direction. Dans les relations, ces vagues se présentent sous forme de silence inattendu, de messages qui restent sans réponse, de changements d'humeur inexpliqués. Celui qui n'a pas d'autocontrôle coule en quelques secondes. Celui qui le cultive avance sans dévier, même dans des mers agitées. L'autocontrôle ne consiste pas à réprimer ce que tu ressens, mais à apprendre à gouverner tes émotions avant qu'elles ne te gouvernent. La plupart des hommes manquent ce point clé. Ils pensent que le contrôle consiste à feindre l'indifférence, à masquer la peur par l'indifférence. Mais le véritable contrôle n'est pas d'agir comme si rien ne t'importait. C'est de tenir à quelque chose, et pourtant de choisir de ne pas réagir impulsivement. Quand une femme se tait, il est normal de ressentir un nœud dans l'estomac, un mélange d'anxiété et de doute qui pousse à chercher des réponses immédiates. Ce nœud est inévitable. Ce qui est sous ton contrôle, c'est ce que tu décides de faire avec. Tu peux le laisser te pousser à dire des mots que tu regretteras plus tard, ou tu peux l'utiliser comme un signal pour t'arrêter, respirer et observer. Cette capacité à faire une pause avant de réagir est ce qui sépare les hommes qui se respectent de ceux qui abandonnent leur pouvoir à l'émotion du moment. Du point de vue stoïcien, tu ne peux pas contrôler ce que les autres font ou ne font pas. La seule chose que tu possèdes est ta réponse. Marc Aurèle a écrit que si quelque chose d'extérieur te fait mal, ce n'est pas le fait en soi qui te blesse, mais le jugement que tu portes sur lui. Le silence de quelqu'un n'a pas le pouvoir de te désarmer, à moins que tu ne décides de le voir comme une menace. Imagine que tu es dans une pièce sombre et que tu entends un bruit. Si tu paniques, tout devient plus terrifiant qu'il ne l'est réellement. Mais si tu allumes la lumière, tu découvres que ce n'était que le vent qui faisait bouger une porte. C'est ainsi que fonctionne l'esprit. Lorsque tu réagis sans réfléchir, tout semble plus grand et plus dangereux. Lorsque tu allumes la lumière de la raison, la situation perd son pouvoir sur toi. Un homme avec de l'autocontrôle n'a pas besoin d'élever la voix, de lancer des reproches ou d'exiger des explications. Son calme parle pour lui. Il projette de la sécurité même au milieu de l'incertitude. Et cette sécurité non seulement protège sa dignité, mais génère aussi du respect. Peu de choses sont plus attirantes qu'une personne qui ne se laisse pas emporter par le chaos émotionnel des autres. L'autocontrôle t'aide aussi à préserver ton énergie. La perdre dans des explosions émotionnelles est comme gaspiller toute l'eau d'un puits en une seule journée. Il ne reste plus rien pour ce qui compte vraiment. Garder le silence quand c'est nécessaire, reporter une réponse impulsive ou décider de se retirer d'une discussion qui n'en vaut pas la peine sont des actes de force, pas de faiblesse. L'une des pratiques les plus efficaces pour développer cet atout est la réflexion quotidienne. Demande-toi chaque soir, combien de fois aujourd'hui me suis-je laissé emporter par des émotions que j'aurais pu contrôler? Combien de fois suis-je resté calme alors que d'autres essayaient de me provoquer? Cette habitude te permettra de reconnaître des schémas et de les corriger petit à petit, renforçant ton caractère pour quand tu seras confronté à des silences qui cherchent à te déstabiliser. Fais de l'autocontrôle ton bouclier et ton épée. Ton bouclier parce qu'il te protégera de tomber dans les jeux émotionnels des autres. Ton épée parce qu'elle te permettra d'agir avec précision lorsque tu décideras de parler ou d'intervenir. Dans le domaine des relations, le véritable avantage n'est pas à celui qui crie le plus fort, ni à celui qui exige des réponses, mais à celui qui peut garder son calme quand tout invite à le perdre. Si tu parviens à te maîtriser, tu découvriras que le silence cesse d'être un ennemi et devient un allié. 4. Protège ton attention, ne la donne pas gratuitement. Ton attention est l'une des ressources les plus précieuses que tu possèdes. Mais la plupart des hommes la traitent comme si elle était gratuite, comme si n'importe qui pouvait la revendiquer sans effort. Quand tu fais face au silence d'une femme, il est facile de tomber dans le piège de lui donner toute ton énergie mentale, te demandant à chaque heure ce qu'elle pense, pourquoi elle se tait ou ce que tu devrais faire pour obtenir une réponse. C'est l'erreur qui se paie le plus cher, transformer ton attention en un tribut offert à celui qui ne le demande même pas.
Le silence ne devient une torture que lorsque tu décides de te concentrer dessus plus que nécessaire. C'est comme un écho. Plus tu l'écoutes, plus il semble fort. La clé est de comprendre que ton attention détermine ta paix intérieure. Si tu la concentres sur le vide, laissé par le silence, le vide grandira. Un homme qui ne sait pas protéger son attention finit par s'épuiser, car chaque message non répondu devient une distraction qui lui vole sa productivité, sa tranquillité et sa clarté. C'est là que tu perds bien plus qu'une conversation. Tu perds du temps, tu perds de la concentration, tu perds de l'énergie émotionnelle que tu pourrais investir en toi. Les stoïciens enseignaient que tu ne dois pas mettre ton bonheur entre les mains de ce que tu ne contrôles pas. L'attention fonctionne de la même manière. Tant que tu la donnes à des facteurs externes, l'humeur de quelqu'un, son silence, ses réactions, tu seras prisonnier de celle-ci. En revanche, lorsque tu décides de la protéger et de la diriger vers ce qui dépend de toi, ta discipline, ton travail, ta paix, tu reprends le contrôle que tu n'aurais jamais dû céder. Pense à ton attention comme à un compte bancaire, avec des fonds limités. Chaque minute que tu passes à vérifier ton téléphone, à imaginer des scénarios ou à élaborer des messages que tu n'enverras jamais, c'est de l'argent retiré de ce compte. Vas-tu le gaspiller sur un silence étranger ou vas-tu l'investir dans ton progrès? Les gens ont tendance à respecter ceux qui ne sont pas facilement distraits car ils montrent que leurs priorités sont claires. Lorsqu'une femme perçoit que son silence n'altère pas ta routine et ne te fait pas perdre ta concentration, elle commence à le voir différemment. Ce qui semblait être du pouvoir devient un geste inefficace face à ton calme. Mais si elle remarque que son silence consume ta journée, que tu arrêtes ta vie pour une réponse, elle perd du respect et te voit comme quelqu'un qui ne sait pas se gouverner. Protéger ton attention ne signifie pas ignorer la relation ou agir comme si tu ne te souciais pas. Cela signifie que ton temps et ton énergie sont limités et que tu décides consciemment à qui et à quoi tu les donnes. C'est choisir de travailler sur tes objectifs, ta santé, tes projets, plutôt que de rester paralysé face à une pause qui n'a peut-être rien à voir avec toi. Le silence cesse d'avoir du pouvoir lorsque ton attention cesse de le nourrir. Si l'autre se tait, laisse-le faire. Toi, continue d'avancer sur ton chemin. Garde tes habitudes, ta routine et ta concentration intactes. Cette cohérence parle plus fort que n'importe quel mot, car elle montre que tu n'es pas un satellite qui tourne autour de la validation d'autrui. Une bonne pratique est de limiter le temps que tu permets de penser à ce que tu ne contrôles pas. Consacre seulement quelques minutes à réfléchir objectivement à la situation, puis retire ton esprit de là. Chaque fois que tu te surprends à y penser, redirige-le vers quelque chose de productif. Lecture, exercice, travail, apprentissage. Avec le temps, cette habitude renforce ton autodiscipline et réduit l'anxiété causée par le silence. Protéger ton attention est une déclaration silencieuse que tu te valorises. C'est montrer que tu ne vas pas vider ton esprit dans l'incertitude, ni donner ta paix intérieure à quelqu'un qui attend peut-être simplement une réaction. 5. Accepte ce que le silence révèle. Le silence a le pouvoir de montrer des vérités que les mots tentent de cacher. Beaucoup d'hommes ne supportent pas cette révélation parce qu'ils préfèrent un mensonge réconfortant à affronter ce que le silence met en évidence. Mais voici la réalité. Le silence, bien qu'inconfortable, trompe rarement. Il vous montre la place que vous occupez dans les priorités de quelqu'un, la qualité de son intérêt et la sincérité de son affection. Si vous n'apprenez pas à l'accepter, vous finirez par vivre dans une illusion. Imaginez que vous passez des jours à prendre soin d'une plante et que vous remarquez qu'elle cesse de fleurir. Vous pouvez prétendre qu'elle reste en bonne santé parce qu'elle ne se fane pas immédiatement, mais le silence de ses feuilles vous a déjà averti que quelque chose ne va pas. Il en va de même dans les relations. Quand quelqu'un se tait, ce vide n'est pas neutre. Il est le reflet de ce qu'il ressent, de ce qu'il pense ou de ce qu'il a cessé de ressentir. Le nier ne fait que prolonger l'usure. Accepter ce que le silence révèle est un acte de maturité émotionnelle. Cela signifie que vous arrêtez d'interpréter chaque pause comme un puzzle et commencez à la voir comme une preuve. Si le silence devient fréquent,
il est possible qu'il montre une distance émotionnelle. S'il apparaît après un conflit, il peut signaler un ressentiment non exprimé. S'il surgit sans raison apparente, il peut indiquer un désintérêt. Vous ne saurez pas toujours pourquoi, mais le fait en lui-même est déjà une information précieuse. La dynamique a changé. L'erreur de beaucoup d'hommes est de lutter contre cette vérité, en essayant de forcer une réponse qui confirme leurs attentes. Cette recherche les plonge dans des discussions qui n'apportent pas de clarté, seulement de la résistance. Accepter le silence ne signifie pas se résigner ni se contenter. Cela signifie arrêter de se battre avec la réalité. Les stoïciens enseignaient que la plus grande cause de souffrance est de désirer que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Plus vite vous acceptez ce que le silence vous montre, moins d'énergie vous gaspillerez à essayer de changer ce qui ne dépend pas de vous. Cette acceptation révèle aussi votre caractère. Un homme qui fait face à l'évidence avec calme montre son intégrité. Il n'a pas besoin de se mentir à lui-même, ni de créer des excuses pour soutenir l'insoutenable. Il garde sa dignité parce qu'il reconnaît qu'il mérite la clarté, même si cette clarté arrive à travers le vide des mots. Au contraire, celui qui s'accroche à nier la vérité que le silence suggère devient prisonnier de son propre espoir. Pensez au silence comme à un miroir qui vous oblige à voir ce que vous ne voulez pas regarder. Parfois, il montre que vous avez donné plus que vous n'avez reçu, que l'intérêt n'est pas mutuel ou que la connexion s'est affaiblie. Le reconnaître peut faire mal, mais l'ignorer prolonge le mal. La douleur d'accepter est temporaire. Celle de faire semblant est interminable. Accepter ce que le silence révèle n'est pas un signe de froideur, c'est un pas vers le respect de soi. Si vous découvrez que le silence indique un désintérêt, ne suppliez pas et ne poursuivez pas. Retirez-vous la tête haute. S'il montre que l'autre personne a juste besoin d'espace, ne prenez pas la distance comme une offense. Donnez-lui cet espace sans perdre votre centre. Dans tous les cas, votre réponse doit naître de la compréhension, non du déni. Cette approche vous donne également un pouvoir stratégique. En voyant le silence comme une preuve, vous pouvez décider plus clairement. Vaut-il la peine de continuer à investir de l'énergie ici ou est-il temps de la diriger ailleurs? Les décisions prises, les yeux ouverts, sont toujours plus sages que celles impulsées par le déni. Les hommes qui acceptent la vérité derrière le silence gagnent quelque chose d'inestimable, la paix de l'esprit. Ils ne sont plus tiraillés entre ce qu'ils imaginent et ce qu'ils espèrent. Ils agissent simplement en fonction de ce qu'ils voient. Et cela, dans une relation, vous rend beaucoup plus fort que n'importe quelle réaction émotionnelle. 6. Laisse tomber l'anxiété et agis avec stratégie. Courir après des réponses n'a jamais résolu le silence de personne. Cela ne fait que l'amplifier. L'anxiété te fait croire que chaque seconde sans réponse est une attaque personnelle, alors qu'en réalité, c'est ton propre esprit qui joue contre toi. Tant que tu continues à agir sur cette impulsion, tu perdras en clarté et en dignité. La véritable force émerge lorsque tu apprends à arrêter ce bruit interne et à le remplacer par une stratégie. Le silence, dans son essence, est un terrain neutre. Il ne te blesse ni ne t'humilie de lui-même. C'est toi qui le transformes en ennemi en interprétant chaque pause comme une menace. L'anxiété te fait exagérer chaque geste. Tu lis entre les lignes des messages qui n'existent pas. Tu vérifies ton téléphone sans arrêt. Tu imagines des scénarios qui n'existent que dans ta tête. Cette usure émotionnelle non seulement affaiblit ta présence face à l'autre personne, mais érode également ton propre équilibre mental. Pour briser ce cycle, la première décision est simple. Arrête de réagir instantanément. Respire. Fais une pause avant d'écrire et avant d'appeler, avant d'essayer d'expliquer ce qui ne nécessite pas d'explication. Chaque pause consciente est un rappel que ta vie ne s'arrête pas à cause d'un silence étranger. Ce calme, bien qu'il semble passif, est déjà une forme de stratégie. La stratégie consiste à prioriser ton bien-être et ton focus au-dessus de toute attente externe. Si le silence se fait sentir, ne le nourris pas de réactions impulsives. Nourris-toi d'actions qui renforcent ta valeur. Sortir pour t'entraîner, te concentrer sur ton travail, avancer dans tes projets personnels. L'énergie que tu investis à t'inquiéter pour quelqu'un qui ne répond pas est de l'énergie que tu voles à ta propre progression.
Du point de vue stoïcien, la plus grande erreur est de permettre à ce qui est incontrôlable, le silence d'un autre, de dicter le cours de ta journée. Sénèque disait qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Sans stratégie, tu te laisses emporter par les émotions des autres. Avec une stratégie, tu utilises chaque situation, même le silence, pour renforcer ton caractère. L'une des clés pour agir avec stratégie est d'observer les modèles sans les juger immédiatement. Demande-toi, le silence se répète-t-il chaque fois qu'un conflit surgit ou seulement lorsqu'il y a des sujets inconfortables? Est-ce une pause qui cherche de l'espace personnel ou est-ce de l'indifférence déguisée? N'essaie pas de deviner à partir de l'anxiété. Analyse à partir du calme et laisse le temps révéler les réponses. Ne confonds pas la stratégie avec la manipulation. Il ne s'agit pas de jeu pour provoquer des réactions, mais d'établir des limites claires et de protéger ta paix. Parfois, la meilleure réponse au silence est le silence lui-même, non pas comme une punition, mais comme une déclaration que tu n'entreras pas dans des dynamiques qui épuisent ton énergie. Lorsque tu remplaces l'anxiété par la stratégie, tu transformes ta position dans la relation. Tu cesses d'être quelqu'un qui réagit et tu deviens quelqu'un qui décide. Cela se remarque, cela se reflète dans ton langage corporel, dans ton ton de voix et dans ta capacité à garder ton sang-froid, peu importe le comportement de l'autre personne. Tout silence ne mérite pas une réponse, mais tout silence mérite réflexion. Avant d'agir, demande-toi quel message tu envoies avec ta réaction. Montres-tu de la dépendance ou transmets-tu de la force? La stratégie consiste à choisir toujours ce qui te maintient intègre, même si cela implique de te taire ou de te retirer avec élégance. Abandonner l'anxiété et agir avec stratégie, c'est prendre le contrôle de ta propre narration. C'est montrer que la direction de ta vie n'est pas déterminée par l'attention ou le désintérêt d'une autre personne. Dans cette transition, tu ne récupères pas seulement du pouvoir, tu gagnes aussi du respect, le tien et celui de celui qui observe que ton calme n'est pas une faiblesse, mais une discipline. 6. Laisse tomber l'anxiété et agis avec stratégie. Courir après des réponses n'a jamais résolu le silence de personne. Cela ne fait que l'amplifier. L'anxiété te fait croire que chaque seconde sans réponse est une attaque personnelle, alors qu'en réalité, c'est ton propre esprit qui joue contre toi. Tant que tu continues à agir sur cette impulsion, tu perdras en clarté et en dignité. La véritable force émerge lorsque tu apprends à arrêter ce bruit interne et à le remplacer par une stratégie. Le silence, dans son essence, est un terrain neutre. Il ne te blesse ni ne t'humilie de lui-même. C'est toi qui le transformes en ennemi en interprétant chaque pause comme une menace. L'anxiété te fait exagérer chaque geste. Tu lis entre les lignes des messages qui n'existent pas. Tu vérifies ton téléphone sans arrêt. Tu imagines des scénarios qui n'existent que dans ta tête. Cette usure émotionnelle non seulement affaiblit ta présence face à l'autre personne, mais érode également ton propre équilibre mental. Pour briser ce cycle, la première décision est simple. Arrête de réagir instantanément. Respire. Fais une pause avant d'écrire et avant d'appeler, avant d'essayer d'expliquer ce qui ne nécessite pas d'explication. Chaque pause consciente est un rappel que ta vie ne s'arrête pas à cause d'un silence étranger. Ce calme, bien qu'il semble passif, est déjà une forme de stratégie. La stratégie consiste à prioriser ton bien-être et ton focus au-dessus de toute attente externe. Si le silence se fait sentir, ne le nourris pas de réactions impulsives. Nourris-toi d'actions qui renforcent ta valeur. Sortir pour t'entraîner, te concentrer sur ton travail, avancer dans tes projets personnels. L'énergie que tu investis à t'inquiéter pour quelqu'un qui ne répond pas est de l'énergie que tu voles à ta propre progression. Du point de vue stoïcien, la plus grande erreur est de permettre à ce qui est incontrôlable, le silence d'un autre, de dicter le cours de ta journée. Sénèque disait qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Sans stratégie, tu te laisses emporter par les émotions des autres. Avec une stratégie, tu utilises chaque situation, même le silence, pour renforcer ton caractère. L'une des clés pour agir avec stratégie est d'observer les modèles sans les juger immédiatement. Demande-toi,
Le silence se répète-t-il chaque fois qu'un conflit surgit ou seulement lorsqu'il y a des sujets inconfortables? Est-ce une pause qui cherche de l'espace personnel ou est-ce de l'indifférence déguisée? N'essaie pas de deviner à partir de l'anxiété. Analyse à partir du calme et laisse le temps révéler les réponses. Ne confonds pas la stratégie avec la manipulation. Il ne s'agit pas de jeu pour provoquer des réactions, mais d'établir des limites claires et de protéger ta paix. Parfois, la meilleure réponse au silence est le silence lui-même. Non pas comme une punition, mais comme une déclaration que tu n'entreras pas dans des dynamiques qui épuisent ton énergie. Lorsque tu remplaces l'anxiété par la stratégie, tu transformes ta position dans la relation. Tu cesses d'être quelqu'un qui réagit et tu deviens quelqu'un qui décide. Cela se remarque, cela se reflète dans ton langage corporel, dans ton ton de voix et dans ta capacité à garder ton sang-froid, peu importe le comportement de l'autre personne. Tout silence ne mérite pas une réponse, mais tout silence mérite réflexion. Avant d'agir, demande-toi quel message tu envoies avec ta réaction. Montres-tu de la dépendance ou transmets-tu de la force? La stratégie consiste à choisir toujours ce qui te maintient intègre, même si cela implique de te taire ou de te retirer avec élégance. Abandonner l'anxiété et agir avec stratégie, c'est prendre le contrôle de ta propre narration. C'est montrer que la direction de ta vie n'est pas déterminée par l'attention ou le désintérêt d'une autre personne. Dans cette transition, tu ne récupères pas seulement du pouvoir, tu gagnes aussi du respect, le tien et celui de celui qui observe que ton calme n'est pas une faiblesse, mais une discipline. 7. Transforme le silence en votre filtre de vérité. Le silence a une fonction que peu de gens savent exploiter. Il sépare les paroles vides des intentions réelles. Quand les conversations coulent, n'importe qui peut promettre, justifier, flatter ou même mentir. Mais quand tout s'arrête et qu'il n'y a pas de message, pas d'appel ni d'explication, ce qui reste, c'est la vérité nue. C'est là que le silence devient un filtre qui révèle qui est prêt à rester et qui n'était là que de passage. Beaucoup d'hommes craignent le silence parce qu'ils le voient comme un vide qui menace la relation. En réalité, c'est un outil précieux pour mesurer l'authenticité. Une personne vraiment intéressée n'a pas besoin que vous la poursuiviez pour le montrer. Son intérêt devient évident même au milieu du silence. Au contraire, celui qui n'était là que par habitude ou par commodité disparaît lorsqu'il n'y a pas de stimulation constante. Le problème est que la plupart des gens cherchent des réponses dans les mots, sans comprendre que les mots trompent facilement, mais pas le silence. Un compliment peut être faux, une excuse peut être calculée, une promesse peut être rompue, mais l'absence de communication ment rarement. Si quelqu'un cesse de répondre de manière constante, il montre quelque chose qu'il n'ose pas dire à voix haute. Le stoïcisme enseigne à ne pas résister à la nature des choses et à utiliser chaque situation comme une leçon. Appliqué au silence, cela signifie l'observer sans anxiété, en permettant qu'il agisse comme un tamis qui purifie ce qui n'est pas authentique. Au lieu de voir le silence comme une punition, considérez-le comme un test qui sépare le réel de l'illusoire. Pour en faire votre filtre de vérité, vous devez abandonner l'impulsion de forcer des éclaircissements immédiats. La vérité a besoin d'espace pour se révéler. Si vous arrêtez d'insister, le silence fera son travail. Il montrera qui cherche une communication sincère et qui ne répond que lorsqu'il est poussé. Il est aussi un miroir pour vous. Il révèle votre capacité à tolérer l'incertitude, votre niveau de maîtrise de soi et votre volonté d'accepter ce qui n'est pas dit. Si vous ne pouvez pas supporter le silence sans vous effondrer, vous n'êtes pas prêt pour une relation équilibrée. Vous cherchez un refuge émotionnel, pas une connexion authentique. Le silence expose les priorités. Si quelqu'un est intéressé, il trouvera un moyen de se rapprocher tôt ou tard. S'il ne le fait pas, vous n'avez pas besoin de plus d'explications. Ce n'est pas de la froideur, c'est accepter que l'attention volontaire est le seul intérêt qui vaille la peine. En utilisant le silence comme filtre, vous apprenez à économiser de l'énergie émotionnelle. Vous ne dépenserez plus d'efforts à essayer de convaincre quelqu'un de rester ou à mendier des explications. Vous laisserez le temps et le vide des mots révéler ce que vous devez savoir.
Et le meilleur, c'est que pendant que vous attendez, vous ne cessez pas de vivre, de travailler et d'avancer. Le silence, bien compris, n'est pas un obstacle, c'est un guide. Il vous libère des illusions créées par les beaux discours et vous montre ce qui compte vraiment, l'action derrière les mots. Lorsque vous l'acceptez comme un allié, vous découvrez qu'il n'y a pas de filtre plus clair pour voir la vérité. Oui, accueillez-la sans perdre de fermeté. Accepter le retour de quelqu'un après un long silence est une épreuve de caractère. Beaucoup d'hommes, dès qu'ils reçoivent un message ou un signe d'attention après des jours d'absence, réagissent avec euphorie comme s'ils attendaient un sauvetage. Cet enthousiasme démesuré ne révèle pas seulement une dépendance, il efface également immédiatement le respect qu'ils avaient réussi à retrouver avec leur calme. Il ne suffit pas de rester ferme pendant le silence. La véritable force se démontre au moment où cette personne décide de réapparaître. L'accueillir ne signifie pas ouvrir les bras comme si rien ne s'était passé. Cela signifie écouter sans perdre votre centre, montrer de l'ouverture sans renoncer à votre dignité. C'est maintenir le même équilibre que vous avez soutenu en son absence. Ni ressentiment qui cherche à punir, ni soumission qui implore l'approbation. Ce que vous projetez à cet instant en dit plus sur vous que sur elle. La fermeté ne doit pas être confondue avec la froideur. Il s'agit d'établir, par votre attitude, que votre valeur n'a pas diminué pendant le silence. Si elle revient avec des explications ou de l'affection, acceptez-le avec sérénité, sans drame ni sarcasme qui alimentent un conflit inutile. Si elle revient avec des doutes ou des intentions à moitié, laissez vos limites être claires. Vous êtes prêt à discuter, mais pas à participer à des cycles de jeux émotionnels. Les stoïciens croyaient que la réponse correcte ne devait pas surgir de l'impulsion, mais de la raison. Appliqué aux relations, cela signifie que vous ne réagissez pas avec des explosions d'émotions, mais avec cohérence. Garder la fermeté en l'accueillant, c'est montrer que votre calme ne dépendait pas de sa présence, que vous n'avez pas vécu en suspens en attendant sa validation. Cette sécurité est ce qui frappe le plus et suscite le respect. Pensez à ceci. Un arbre qui a résisté à une tempête n'a pas besoin de s'incliner lorsque le soleil revient. Sa force reste intacte, et c'est précisément pour cela qu'il reste debout. Votre posture doit être la même, pas rigide ni inflexible, mais ferme et enracinée dans votre propre valeur. Quand quelqu'un revient après s'être tu, il mesure aussi votre réaction. S'il perçoit que la porte reste ouverte sans condition, il peut répéter le même schéma de silence chaque fois qu'il le souhaite. Mais s'il remarque que vous l'accueillez avec cordialité et, en même temps, avec des limites claires, il comprendra que le respect est une partie fondamentale de la dynamique. L'accueillir sans perdre de fermeté n'est pas un jeu de fierté, c'est un acte d'auto-soin. C'est le rappel silencieux que vous n'allez pas permettre que les hauts et les bas émotionnels d'une autre personne déstabilisent votre vie. C'est aussi une opportunité pour établir un nouveau point de départ, plus honnête et équilibré, où tous deux savent que le respect n'est pas négociable. Dans les relations, la façon dont vous accueillez quelqu'un après le silence définit si ce lien grandit ou s'use. Si vous répondez avec calme, ouverture et fermeté, vous montrez clairement que votre dignité reste intacte. Et c'est le genre de présence qui non seulement gagne du respect, mais qui transforme également la façon dont l'autre vous apprécie. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Le problème n'est pas que tu sois fatigué, c'est que tu vas te coucher avec l'esprit comme un champ de bataille. La dernière chose à laquelle tu penses avant de fermer les yeux est la première chose qui dirige ta journée au réveil, et c'est là que la plupart des gens perdent le contrôle sans s'en rendre compte. Tu te couches en repassant des disputes, des erreurs, des messages auxquels tu n'as pas répondu, des peurs concernant l'avenir, et tu prétends trouver la paix au milieu de ce bruit. Il n'y a pas de paix possible ainsi. L'esprit a besoin d'ordre, il a besoin de direction,
et si tu ne lui en donnes pas, il commande. Les stoïciens le savaient. Le véritable entraînement du caractère commence lorsque la journée se termine. Avant de dormir, ils s'arrêtaient pour examiner ce qu'ils avaient bien fait, ce qu'ils pouvaient améliorer et ce qui ne valait pas la peine d'être porté jusqu'au lendemain. Ce rituel nocturne n'était pas un caprice philosophique. C'était une stratégie pure, parce que ce que tu décides de penser avant de dormir décide de ton repos, de ton humeur et de ta force au lever du jour. Il ne s'agit pas seulement de dormir plus d'heures. Il s'agit de dormir avec le bon poids dans la tête. Si tu fermes les yeux avec rancune, culpabilité et anxiété, tu te réveilleras faible. Si tu les fermes avec calme, gratitude et clarté, tu te réveilles plus fort. C'est aussi simple et aussi dur que ça. N'attends pas de discipline si tu entraînes ton esprit dans le chaos chaque nuit. La nuit n'est pas la fin de la journée. C'est le début de ton prochain état d'esprit. Et si tu n'apprends pas à gouverner ces dernières minutes, tu vivras en répétant la même fatigue déguisée en routine. Cette vidéo ne prétend pas t'offrir de jolis mots pour mieux dormir, mais t'apprendre à transformer chaque nuit en un champ d'entraînement silencieux. Parce que celui qui contrôle ses dernières pensées de la journée commence à contrôler toute sa vie. 1. Fais taire le monde. Le véritable silence ne commence pas lorsque tu éteins les lumières. Il commence lorsque tu décides d'éteindre le bruit que tu portes en toi. Beaucoup de gens pensent que le repos est une question de fermeture des yeux. Mais si l'esprit reste allumé, peu importe à quel point le lit est confortable, le corps se fatigue, mais l'âme reste en guerre. Chaque notification, chaque souvenir qui apparaît lorsque tu restes immobile est une corde qui te maintient attaché au chaos de la journée. C'est pourquoi la première étape pour maîtriser la nuit est brutalement simple. Faire taire le monde avant que le monde ne te fasse taire. Regarde autour de toi. Nous vivons entourés de stimuli conçus pour voler notre attention. La luminosité du téléphone, les derniers messages, les nouvelles qui promettent l'urgence, les réseaux sociaux montrant des vies parfaites qui n'existent pas. La plupart ne se rendent pas compte que cette exposition constante ne se termine pas lorsque le soleil se couche, car nous l'emmenons au lit comme si c'était un prix, alors qu'en réalité c'est du poison. Les stoïciens n'avaient pas de téléphone, mais ils connaissaient le danger de la dispersion. Ils avertissaient qu'un esprit fragmenté ne peut pas trouver de repos. Et bien que les temps aient changé, la nature humaine ne l'a pas fait. Le silence conscient n'est pas seulement se taire, c'est un acte de maîtrise de soi. C'est le moment où tu décides de fermer la journée, peu importe si le monde là-bas continue à exiger plus de toi. C'est éteindre le téléphone même si quelqu'un se vexe parce que tu ne réponds pas. C'est arrêter la conversation interne qui t'accuse pour des erreurs passées. C'est rejeter l'idée que tu dois tout résoudre avant de dormir. Faire taire le monde ne signifie pas fuir, cela signifie poser des limites. Et les limites sont un langage que l'esprit comprend comme une protection. Imagine que ton esprit est comme un lac. Pendant la journée, il reçoit des pierres, des branches, des gouttes de pluie. Oh, tout tombe et agite l'eau. Si à la nuit tombée, tu continues à lancer des pierres, l'eau ne se calme jamais et ne reflète rien. Mais si tu arrêtes de les lancer, la surface se calme d'elle-même. Et alors, elle peut refléter le ciel. Faire taire le monde, c'est arrêter de jeter des pierres dans le lac de ton esprit, pour qu'il puisse retrouver la clarté qu'il a naturellement. Commence par des gestes simples mais fermes. Au moins 30 minutes avant de dormir, éteins les écrans. Ne baisse pas la luminosité, ne vérifie pas quelque chose rapidement. Éteins-les. Cet acte si petit est un message pour ton cerveau, le bruit est terminé. Baisse les lumières, réduis les sons, mais surtout, coupe le dialogue interne qui insiste pour avoir le dernier mot de la journée. Si l'esprit se rebelle, rappelle-lui que toutes les pensées ne méritent pas d'être écoutées immédiatement. Tous les problèmes ne méritent pas d'être pris en compte à 11 heures du soir. Les stoïciens enseignaient que le contrôle de soi commence parce que tu décides de laisser entrer dans ton esprit. Si tu emmènes au lit tout le chaos que tu n'as pas su lâcher, tu ne peux pas espérer la paix. Faire taire le monde est, en essence, un acte de respect envers toi-même. C'est dire au bruit, pas aujourd'hui, pas maintenant. C'est récupérer le droit de terminer la journée à ta manière, avec dignité et autorité sur tes propres limites.
Beaucoup sous-estiment le pouvoir de cette étape parce qu'elle semble simple, mais c'est la plus difficile pour un esprit accro à la distraction. Cependant, c'est le point de départ pour tout le reste. Tu ne peux pas semer la gratitude sur un terrain qui est encore plein de cris. Tu ne peux pas déclarer la paix si tu ne mets pas fin à la guerre en premier. Lorsque tu apprends à faire taire le monde avant de dormir, tu te donnes le cadeau d'un esprit qui respire enfin. Et cette tranquillité ne t'aide pas seulement à te reposer, mais renforce ton caractère pour te réveiller avec plus de maîtrise de toi-même. 2. Cultiver la gratitude. L'esprit humain est comme un terrain. Il est toujours prêt à recevoir des graines, mais toutes les graines ne produisent pas des fruits qui valent la peine d'être récoltés. Si à la fin de la journée vous semez des plaintes, des comparaisons et des ressentiments, ne soyez pas surpris lorsque vous vous réveillez épuisé, irritable et avec le sentiment que rien n'est suffisant. Mais si à la tombée de la nuit vous choisissez de semer la gratitude, vous transformez le terrain intérieur en un espace fertile où le repos devient une force et le nouveau jour une opportunité. La gratitude n'est pas un geste mièvre ni une phrase vide pour se sentir mieux. C'est un outil puissant que les stoïciens pratiquaient avec discipline. Marc Aurèle, après des journées pleines de responsabilités, consacrait ses dernières réflexions à remercier les leçons, même celles qui étaient enveloppées de difficultés. Pour eux, remercier ne signifiait pas ignorer la douleur ni romantiser l'adversité. C'était reconnaître que même les moments difficiles contiennent quelque chose à enseigner et que chaque expérience, bonne ou mauvaise, faisait partie de leur entraînement en tant qu'êtres humains. La plupart des gens pensent qu'ils n'ont rien à remercier parce qu'ils confondent gratitude et complaisance. Ils pensent « Comment vais-je remercier si ma vie n'est pas parfaite, si j'ai encore des problèmes à résoudre ?» C'est là l'erreur. La gratitude n'attend pas que tout aille bien. C'est la décision de reconnaître la valeur de ce que vous avez, même au milieu de ce qui manque. C'est comprendre que chaque respiration que vous prenez, chaque obstacle que vous avez surmonté, chaque personne qui a croisé votre chemin pour vous enseigner quelque chose, sont déjà des raisons suffisantes pour fermer les yeux sans rancune. En la pratiquant avant de dormir, vous ne faites pas seulement le ménage dans le désordre émotionnel accumulé pendant la journée, mais vous orientez votre esprit vers ce qui renforce plutôt que ce qui draine. La gratitude est comme une lampe de poche dans l'obscurité. Elle ne fait pas disparaître les problèmes, mais elle vous permet de voir les chemins plus clairement. Et cela change tout. Un esprit qui remercie devient plus résilient, plus stable, et moins enclin à s'enfoncer dans des pensées inutiles pendant la nuit. Commencez par quelque chose de simple. Avant de vous coucher, mentionnez à voix basse ou en silence au moins 3 choses que vous remerciez de cette journée. Ne cherchez pas de grandes réalisations, cherchez ce qui est réel. Cela peut être d'avoir résisté à une impulsion, d'avoir terminé une tâche, d'avoir eu un moment de rire au milieu du chaos ou simplement d'être arrivé vivant à la fin d'une journée difficile. Le pouvoir est dans la reconnaissance de ce que vous avez déjà et non dans l'obsession de ce qui manque. Si vous voulez approfondir les faits, écrivez ces 3 choses. Vous n'avez pas besoin d'un journal élégant ni de phrases parfaites. Un simple cahier et des mots directs suffisent. Écrire transforme l'abstrait en concret, et pendant que votre main trace chaque remerciement, votre esprit commence à se concentrer sur ce qui ajoute plutôt que sur ce qui soustrait. Avec le temps, cette petite habitude entraîne le cerveau à chercher des raisons de remercier même pendant la journée, et cela transforme votre perception de la vie entière. De plus, la gratitude désarme le ressentiment. Vous ne pouvez pas être reconnaissant et ressentir du ressentiment en même temps. Ce sont des états mentaux qui ne coexistent pas. Chaque nuit que vous décidez de remercier, vous choisissez de lâcher un peu plus de ce poids invisible que vous traînez. Les stoïciens considéraient cela comme un exercice d'humilité. Reconnaître que vous ne contrôlez pas tout, mais qu'il y a toujours quelque chose qui dépend de vous. Même si c'est votre attitude face à ce qui se passe. Pratiquer la gratitude avant de dormir n'est pas un acte mineur. C'est un entraînement silencieux qui façonne le caractère. 3. Déclare ta paix.
La plupart des gens vont se coucher en espérant que le silence de la nuit fasse le travail qu'ils n'ont pas fait pendant la journée. Apaiser l'esprit. Mais la paix n'arrive pas par accident et n'apparaît pas simplement parce que l'horloge indique minuit. La paix se déclare, se décide et se défend. Avant de fermer les yeux, tu dois donner à ton propre esprit un ordre clair. Aujourd'hui, il n'y aura pas de guerre. Et cette déclaration n'est pas de la poésie. C'est un signal de commande qui entraîne ton intérieur à répondre calmement, même lorsque la vie insiste pour te provoquer. Les stoïciens ne croyaient pas que la paix était un état mystique qui se trouve en dehors de soi. Pour eux, c'était une conquête quotidienne, le résultat de la maîtrise des pensées et de la non-permission aux émotions de régner sans contrôle. C'est pourquoi ils consacraient un moment chaque soir à examiner leurs actions, à reconnaître leurs erreurs et à se pardonner ce qu'ils ne pouvaient pas changer. Cette habitude les empêchait d'aller se coucher en portant des culpabilités inutiles, car ils comprenaient que le véritable repos n'est possible que lorsqu'il n'y a pas de bataille interne. Imagine que ton esprit est comme une pièce pleine de voix. Certaines t'accusent pour ce que tu as dit, d'autres te rappellent de vieilles erreurs. D'autres crient des problèmes que tu ne pourras pas résoudre avant demain. Si tu te couches sans déclarer ta paix, ces voix continueront à discuter pendant que tu dors, comme si ton esprit était un tribunal ouvert toute la nuit. Au réveil, tu te sentiras épuisé, non pas à cause du travail physique, mais à cause des batailles mentales interminables qui ne se sont jamais arrêtées. Déclarer ta paix, c'est faire une clôture consciente de la journée. C'est regarder en face les erreurs commises, les accepter sans dramatiser et dire « cela reste ici, je ne l'emmènerai pas à l'oreiller ». C'est aussi reconnaître les problèmes qui n'ont pas encore de solution et dire « demain, je verrai ce que je peux faire ». Mais ils ne me voleront pas le repos d'aujourd'hui. Cet acte de décision met fin au cycle de l'anxiété nocturne, qui épuise tant les personnes qui pensent que se soucier au lit les rapproche de la solution. Ce n'est pas le cas. L'inquiétude nocturne ne résout rien, elle ne fait que voler de l'énergie pour le lendemain. Une pratique simple mais puissante est de créer une phrase de clôture, une affirmation courte qui devient ton signal de commande personnelle. Cela peut être quelque chose d'aussi direct que « Aujourd'hui, je lâche ce que je ne contrôle pas » ou « Je ne vais pas emmener mes batailles à l'oreiller ». Il ne s'agit pas de phrases magiques ou d'illusions optimistes. Il s'agit de mots qui fonctionnent comme des ancres mentales, des rappels que tu décides de ne pas te battre quand il n'y a rien à gagner. Répéter ces mots chaque nuit enseigne au cerveau qu'il existe une limite, un moment pour s'arrêter. La paix déclarée implique également le pardon, non pas comme excuse, mais comme libération. Pardonner à la fin de la journée ne signifie pas justifier ce qui était mal, mais refuser de permettre à l'offense de continuer à occuper de l'espace dans ton esprit. Marc Aurèle avait l'habitude d'écrire que la colère contre les autres ne fait de mal qu'à celui qui la garde. Lorsque tu fais de cette déclaration de paix une habitude, ton repos cesse d'être une simple fermeture des yeux et se transforme en un entraînement silencieux de l'autocontrôle. Peu à peu, l'esprit apprend à arrêter son propre bruit lorsqu'il reçoit l'ordre, tout comme un soldat qui reconnaît l'appel de son commandant. Et chaque nuit que tu réussis à t'imposer à tes pensées chaotiques, tu renforces un muscle invisible, celui de la discipline émotionnelle. Celui qui déclare sa paix avant de dormir ne fait pas preuve de faiblesse ou de naïveté. Il montre un courage peu commun dans un monde où tout le monde se bat même dans ses rêves. 4. Lâchez le poids sur le papier. Il y a des pensées qui pèsent plus que la fatigue physique. Vous ne vous en rendez pas compte. Mais chaque souci, chaque regret et chaque idée que vous ne dites pas à haute voix s'accumulent comme des pierres en vous. À la fin de la journée, beaucoup se mettent au lit avec l'esprit encombré, espérant que le sommeil soit assez fort pour balayer ce désordre. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ce que vous ne lâchez pas vous poursuit, et ce que vous taisez finit par parler seul lorsque vous éteignez les lumières. C'est pourquoi les stoïciens avaient une arme silencieuse et puissante, l'acte d'écrire. Nous avons tendance à sous-estimer le pouvoir du papier, comme si déverser les pensées était un passe-temps sans importance. Mais écrire est un exercice de nettoyage mental, presque un soulagement physique pour l'âme.
Lorsque les pensées restent coincées dans la tête, elles grandissent, se déforment, se répètent comme un écho insupportable. Le papier les arrête, leur donne une forme, et les enferme dans un endroit où elles ne peuvent plus empoisonner votre esprit pendant votre sommeil. Sénèque conseillait d'examiner la journée avant de dormir, se demander ce qui a été bien fait, ce qui aurait pu être amélioré, ce qui ne valait pas la peine d'être porté au lendemain. Cette habitude, plus qu'un rituel philosophique, était un acte pratique d'autogouvernement. En écrivant ce que vous avez en vous, vous arrêtez de vous battre avec les pensées et commencez à les traiter comme des objets que vous pouvez déplacer et organiser. Ce qui était auparavant un essaim chaotique devient des mots ordonnés, visibles, qui cessent de vous effrayer. Il ne s'agit pas de rédiger un journal parfait, ni d'orner des phrases. Il s'agit de vider l'esprit. Vous pouvez commencer par écrire 3 choses, ce que vous remerciez, ce qui vous pèse et ce que vous décidez de lâcher pour aujourd'hui. Ce geste simple ouvre de l'espace pour le repos. C'est comme laisser le sac à dos sur le sol avant de continuer le chemin. La charge existe toujours, mais vous ne la portez plus. Il y a quelque chose de presque thérapeutique à voir les pensées transformées en encre. Ce qui semblait immense se réduit à quelques lignes. Ce que vous croyiez impossible à résoudre perd de sa force lorsque vous le confrontez avec des mots. Le papier ne vous juge pas, ne vous interrompt pas, ne discute pas. Il reçoit simplement et garde. Et en laissant là vos inquiétudes, vous libérez l'esprit de tourner autour de la même chose pendant que vous essayez de dormir. Imaginez le guerrier qui nettoie son épée après la bataille. Il ne le fait pas par caprice, mais parce qu'il sait qu'il ne peut pas aller se reposer avec la lame couverte de sang et de poussière. C'est ainsi que l'esprit est après une journée difficile. Il a besoin d'un nettoyage pour ne pas porter le poids de la journée dans la nuit. Écrire et ce nettoyage, c'est la façon la plus simple et efficace de dire au cerveau que la journée est terminée et qu'il n'a pas à continuer à se battre dans l'obscurité. Un cahier ordinaire et un stylo suffisent. Si vous ne savez pas par où commencer, écrivez des phrases courtes. Aujourd'hui, je laisse aller. Aujourd'hui, je remercie. Aujourd'hui, je ne me blâme pas pour. Ces petites déclarations sont des clés qui ferment des portes inutiles et libèrent de l'espace pour le calme. Les stoïciens comprenaient que tout problème ne peut pas être résolu sur le moment, mais il peut être mis à sa place pour ne pas envahir ce qui reste de paix. Chaque mot écrit est une décision. Cette idée ne viendra pas avec moi sur l'oreiller. Cette action répétée nuit après nuit ne fait pas seulement ordonner l'esprit, elle renforce aussi le caractère, car vous entraînez l'habitude de faire face à ce que vous ressentez au lieu de le fuir. Lorsque vous faites du papier votre confident nocturne, vous ne cherchez pas la beauté ni la perfection, vous cherchez la légèreté. Et cette légèreté est celle qui permet à votre esprit, enfin, de se reposer. Vous dormirez mieux, non pas parce que tout est résolu, mais parce que vous avez libéré le poids de le porter en silence. 5. Respire et libérer. La respiration est le pont invisible entre le corps et l'esprit, mais peu de gens le remarquent parce qu'ils la tiennent pour acquise. Pendant la journée, nous respirons de manière automatique, superficielle, comme si cela suffisait à peine pour survivre. Cependant, lorsque la nuit tombe, cette respiration agitée, faite de précipitation et de stress, continue de guider un corps qui essaie de dormir tout en se comportant comme s'il était en pleine bataille. C'est pourquoi le repos n'arrive pas. Le corps dit combat pendant que tu dis repos. La respiration consciente est l'interrupteur qui réconcilie les deux et te rend le contrôle. Les stoïciens, bien qu'ils ne parlaient pas en termes modernes de respiration diaphragmatique ou de pleine conscience, savaient que le calme commence par la maîtrise du corps. Épictète enseignait que face à ce que tu ne peux pas contrôler, le premier acte de gouvernement est avec toi-même. Et il n'y a pas d'acte plus basique d'autogouvernement que de respirer de manière délibérée. Chaque inspiration profonde est un rappel que tu es en vie et que tu décides ce qui entre et ce qui sort de toi. Chaque expiration est un ordre silencieux pour libérer le poids émotionnel accumulé. La plupart des gens emportent la tension de la journée au lit comme si elle faisait partie de leur identité. Épaules tendues, mâchoires serrées, respiration courte. Ainsi, même si la fatigue est réelle,
Le corps croit qu'il est toujours en état d'alerte. Mais le corps ne sait pas mentir. Peu importe combien de fois tu répètes à ton esprit qu'il doit se détendre, si le corps ne reçoit pas le bon signal, il n'y aura pas de repos. C'est ici que la respiration consciente devient un outil stoïcien, une manière simple, directe et puissante de gouverner le chaos. Commence par quelque chose d'aussi simple que de t'asseoir sur le bord du lit, fermer les yeux et relâcher les épaules. Inspire en comptant jusqu'à 4. Retiens l'air un instant et puis expire lentement jusqu'à 6. Ce petit allongement de l'expiration trompe le corps pour qu'il abandonne l'alerte et active le système de calme. Répète le cycle au moins 5 fois, mais sans forcer quoi que ce soit. L'objectif n'est pas de manquer d'air, mais de rappeler au corps qu'il n'est plus en danger. Chaque expiration est plus que de l'air qui sort. C'est une façon d'expulser le résidu émotionnel que tu as accumulé. La conversation inconfortable que tu as eue le matin, l'erreur que tu as continué à répéter mentalement, la peur que tu portes sur l'avenir. Lorsque tu expires, imagine que tout cela part avec l'air. Ce n'est pas une fantaisie bon marché. Ton esprit obéit aux images que tu lui donnes, et la visualisation renforce l'effet apaisant. Les stoïciens voyaient le contrôle de la respiration comme un acte de discipline, pas de mysticisme. Ce n'était pas un rituel spirituel pour impressionner qui que ce soit, mais un outil pour garder son calme lorsque les émotions menacent de déborder. Beaucoup de gens cherchent la paix dans des paroles profondes ou des solutions complexes, mais oublient que la paix commence avec le rythme de ta respiration. Ce rythme dicte à l'esprit s'il doit lutter ou se rendre au repos. Plus il est lent et profond, plus vite le corps lâche les signaux d'alerte. En quelques nuits, tu remarqueras que le sommeil arrive avec moins de résistance, non pas parce que la vie est devenue plus facile, mais parce que tu as appris à guider le seul mécanisme qui ne ment jamais. Avant de dormir, consacre quelques minutes à cet exercice. Fais-le en silence, sans musique, sans distraction, en laissant le seul son être l'air qui entre et sort de tes poumons. Cet acte simple, répété nuit après nuit, devient une encre. Chaque fois que tu commences le cycle de respiration, ton corps saura qu'il est temps de libérer le poids de la journée. 6. Prends soin de ta dernière pensée. L'instant précédant la fermeture de tes yeux est le terrain le plus fertile de ton esprit. Ce que tu décides de penser dans cette dernière minute avant de dormir ne reste pas là. Il s'enfonce dans ton subconscient et travaille en silence toute la nuit. Beaucoup l'ignorent et se couchent en nourrissant des souvenirs douloureux, des inquiétudes sur l'avenir ou en répétant des discussions qu'ils ne peuvent plus changer. En faisant cela, ils sèment des graines qui, au réveil, germent comme de l'anxiété, de l'apathie ou du découragement. Celui qui ne prend pas soin de sa dernière pensée devient l'otage de son propre subconscient. Les stoïciens savaient que les pensées finales façonnent le caractère, parce que lorsque l'esprit est sans distraction, il montre clairement ce qui le gouverne. Marc Aurèle avait l'habitude de réfléchir à la fin de la journée sur les actions qui dépendaient de lui et écartait ce qui était hors de son contrôle. Cette habitude n'était pas un hasard. Il comprenait que le dernier dialogue interne devait le renforcer, non l'affaiblir. Dormir avec des pensées claires et disciplinées était aussi important que le repos physique. Pense au subconscient comme à un gardien nocturne qui reçoit les dernières instructions avant la veille. Si tu lui donnes de la peur, il l'amplifie. Si tu lui donnes du calme, il le protège. Si tu lui donnes de la clarté, il la multiplie. La plupart laissent ce gardien travailler avec des déchets émotionnels, parce qu'ils ne prennent pas le temps de choisir quelles pensées semer avant de dormir. Ils pensent qu'ils n'ont pas de contrôle sur ce qui apparaît dans l'esprit, mais c'est faux. Tu ne peux pas toujours contrôler la première pensée qui arrive, mais tu peux contrôler la dernière que tu décides de garder. Prendre soin de la dernière pensée ne consiste pas à t'obliger à penser à des choses belles ou à nier la réalité, mais à choisir consciemment la fin de la journée. Après tout ce que tu as vécu, les erreurs commises et les succès atteints, tu peux terminer la journée avec gratitude, avec acceptation ou avec une déclaration ferme à toi-même. Par exemple, demain je serai plus patient, aujourd'hui j'ai fait de mon mieux et je l'accepte, je ne porterai pas ce que je ne peux pas changer. Ces phrases sont simples,
mais en les répétant avec intention, elles ordonnent le désordre interne et préparent le subconscient à travailler en ta faveur pendant que tu dors. Pour que cela fonctionne, choisis un moment de calme avant de fermer les yeux. Éteins les écrans, évite les conversations qui perturbent ton humeur et consacre-toi au silence. Ensuite, laisse les pensées qui ne valent pas la peine s'en aller. Tu peux les imaginer comme des feuilles flottant sur une rivière qui s'éloignent avec le courant. Une fois que tu as éliminé le bruit, formule ta dernière pensée comme si c'était une instruction claire, pas un souhait vague. L'esprit obéit mieux aux instructions qu'aux supplications. Cette habitude exige aussi du courage, car parfois la dernière pensée dont tu as besoin n'est pas confortable. Cela peut être la reconnaissance d'une erreur que tu dois corriger demain, ou le rappel que tu dois lâcher quelque chose que tu as retenu par orgueil. Prendre soin de la dernière pensée n'est pas chercher du réconfort, c'est chercher la vérité et la direction. Cette honnêteté renforce l'esprit et empêche que les émotions non résolues te volent la tranquillité nocturne. Les recherches modernes